Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une femme entrepreneur. Ça me fait plaisir d'accueillir des femmes. Non pas qu'il n'y en ait pas beaucoup. Alors statistiquement, apparemment, il y en a moins, mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup en immobilier. Je suis ravie d'accueillir une femme entrepreneur qui a créé, après un parcours dans un domaine totalement différent, après un parcours en événementiel, une société de conciergerie, de location saisonnière à Nantes, une société qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler de la façon qu'elle a de gérer son entreprise, qui est très intéressante, surtout au vu de son expérience professionnelle. Elle va nous parler aussi du fait d'être une femme entrepreneur et maman également. On a beaucoup de sujets intéressants à partager. Je suis ravie d'accueillir à mon micro aujourd'hui Élodie Guibert. Bonjour Élodie. Bonjour Élise. Comment vas-tu ? Merci, très bien. Ravie d'être là et merci pour ton invitation. Ah bah écoute, je t'en prie, je suis ravie, comme je disais, de t'accueillir. C'est un vrai plaisir. Alors, ce que je te propose pour démarrer, si tu veux, c'est que tu nous parles de ton parcours, que tu nous racontes un peu depuis les études, ce que tu as pu faire et comment tu es arrivée à la création d'une conciergerie. Alors, moi j'ai suivi un cursus assez généraliste au niveau de mes études. Sachant que j'ai, du moins sur la fin de mon parcours scolaire, on va dire, j'ai orienté toujours mes stages, et notamment mon stage de fin d'études, vers la restauration, qui était un univers qui me parlait, qui me plaisait, qui m'attirait, sans savoir réellement ce que j'allais faire dans ce monde-là. Mais voilà, toujours un intérêt pour la restauration. Et donc, j'ai commencé, c'est surtout mon stage de fin d'études qui a un peu déterminé les choses pendant mon master, fin de master. Et j'ai démarré dans une agence qui faisait du cadeau gastronomique, une invitation, ouvrir un restaurant comme on pourrait offrir des fleurs. J'ai travaillé donc j'ai fait mon stage pendant 6 mois et j'ai donc intégré cette société ensuite pendant quelques mois aussi, très riche. Alors c'était une start-up, donc très dense, mais très très formateur. Ouais. Et puis j'ai eu une opportunité ensuite qui était de travailler dans un restaurant étoilé à Paris où je gérais les salons, salles de restaurant, etc. Toute la commercialisation en fait de ce restaurant-là. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans, ça a été très très intéressant et j'ai découvert un univers en fait, qui est la gastronomie haut de gamme, l'univers des chefs, voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça, le service client, l'accueil, qui est différent aussi quand on côtoie ce type d'univers, donc très formateur. Et puis à un moment donné, j'avais besoin de toujours sur le côté donc commercial, j'y ai trouvé vraiment du plaisir à commercialiser l'accueil client, etc. Mais j'avais besoin d'ouvrir un peu les portes et de sortir un peu de ça et d'ouvrir l'univers, d'aller un peu plus loin. Et puis j'étais toujours en lien avec la première société que j'avais intégrée. Qui elle avait évolué, elle avait grandi, elle avait développé son métier, le cadeau gastronomique existait toujours mais c'était plus le cœur de métier de la société, c'était le séminaire, l'événementiel. Et puis ils étaient en pleine croissance et donc ils recherchaient aussi du monde et j'étais toujours en lien avec la personne qui m'a donné la chance, ce fondateur-là, et qui m'a dit écoute, moi ça m'intéresse qu'on travaille ensemble, donc viens, c'était d'accord. et donc, je suis donc ensuite devenue chef de projet pour cette agence. Ça a duré quelques années. Donc, mon métier, c'était d'organiser des événements pour des entreprises. Donc, uniquement une clientèle B2B. Donc, dîner d'affaires, séminaires, partout en France. Voilà, donc, et puis à un moment donné, j'ai voulu quitter Paris pour la province. J'ai passé des années top, mais voilà, besoin un petit peu de se mettre un peu au vert. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer mon métier à distance, puisque le siège social était à Paris.
Ok. Et puis ça a été l'occasion d'ouvrir une antenne régionale à Nantes et de développer cette petite agence régionale du coup. Donc j'avais en charge l'ouest, on va dire de la Bretagne au début jusqu'à Bordeaux, puis après on a réduit un petit peu parce qu'on a eu quelqu'un qui s'est installé à Bordeaux ensuite. Mais voilà, une belle aventure. J'avais une petite équipe avec moi, on était 4, ouais. Donc, et puis est arrivée la période Covid et tout s'est arrêté. Donc l'événementiel s'est retrouvé totalement à l'arrêt. Donc ça peut être un peu déstabilisant, mais voilà, c'est comme ça. Et puis c'est l'occasion aussi de se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait maintenant. On est dans cette situation, de quoi on a envie. On se retrouve un peu face à soi-même. On n'est plus dans la spirale de je travaille, je suis lancée, j'ai mon poste. Donc, alors, ça faisait 1 an et demi, je pense que je commençais à avoir des petites questions, des petites choses qui trottaient dans la tête. Où je me disais, j'aimerais bien un jour me tester création de projet, créer quelque chose, entreprendre. Voilà. Et puis quand tout s'arrête, j'avais 2 options. Soit j'attendais que la crise passe en se disant ça va peut-être repartir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. Ou alors de faire complètement autre chose et puis de profiter de ce temps-là pour peut-être se poser et puis voir si on a quelque chose à créer, à construire. Donc j'ai opté pour cette deuxième option. Et donc la création de la conciergerie de la Maison de Madeleine. Voilà, qui est née à partir de ça. Ah, c'est quand même hyper fou parce que est-ce que tu avais un lien avec ce domaine-là de près ou de loin? Est-ce que tu étais toi-même investisseur avant? Comment tu as touché du doigt ce domaine d'activité? Parce que du grand public, ça peut être un peu méconnu, tu vois. C'est vrai. Alors, investisseur, j'ai des personnes de mon entourage qui investissent. Je suis aussi depuis quelque temps dans cette démarche-là. Donc du moins l'immobilier m'attirait, me parlait, j'avais un pied dedans. Après, effectivement, quand on se dit de l'événementiel à la conciergerie, mais malgré tout, il y a quand même quelques petits liens. En fait, donc mon métier de base, c'était l'organisation d'événements. Donc qu'est-ce que c'est? On a un client qui a un besoin, il veut organiser un séminaire. Il fait appel à nos services, on va prendre son cahier des charges, on va comprendre son projet, etc. Et notre métier, c'est de mettre ce client dans le bon hôtel, dans le bon lieu pour son événement. Donc pour ça, il faut bien connaître les lieux qu'on propose. Et pour bien connaître un lieu, il faut se déplacer, il faut aller voir, il faut comprendre le lieu, les personnes qui travaillent, l'ambiance, etc. Et donc j'ai énormément visité d'hôtels, j'ai énormément testé d'hôtels, des restaurants, et donc j'ai baigné dans tout cet univers-là de l'accueil client. Et le groupe pour lequel je travaillais était aussi pour une partie, puisque l'agence événementielle avait été rachetée à un moment donné par un groupe gestionnaire de lieux. Même si c'était 2 métiers différents, mais voilà, forcément tu t'intéresses au second métier du groupe. Et il accueille, c'était des lieux plutôt d'exception qui accueillaient des clients au sein de leur établissement avec tout un concept comme à la maison, hôte, etc. Et donc forcément, j'ai aussi eu ce regard-là. Et donc voilà, l'accueil client, le fait de proposer à un client un lieu pour un instant T, ça me parlait. Et je me suis dit, aujourd'hui, quand on veut se déplacer, les professionnels aussi, c'est le cas. Alors particulier évidemment, on veut passer un week-end dans une ville un peu plus loin, le réflexe c'est je vais sur Airbnb, je vais sur Booking, je vais réserver un hôtel, un appartement, plus facilement le cas maintenant. Et puis même les professionnels. Beaucoup maintenant ne vont pas forcément à l'hôtel et se retrouvent dans des appartements. Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire en fait. Pourquoi ces appartements qui sont disponibles, et puis c'est chouette, t'intègres un appartement, c'est un lieu quand même qui est différent. On n'est pas sur
des chambres standardisées, etc. C'est un lieu un peu unique. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas professionnaliser un petit peu ces appartements Donc ces questions-là, je me les suis posées au moment où ça a été le bilan. Je me posais les bonnes questions, de quoi j'ai envie, etc. Et puis après, je me suis rendu compte que le métier existait. Je n'avais rien inventé du tout et que j'avais pas non plus une idée totalement lumineuse. Ça, c'était le premier constat. Justement lumineuse, parce que tu vois, ça existe et il y a un besoin. Enfin, tu vois, on peut voilà, ça c'était le deuxième constat. Et je me suis dit, c'est rassurant. C'est que ça doit marcher s'il y a du monde qui le fait déjà. Et j'ai mis le nom conciergerie sur ce que j'avais mis sur papier. Ouais. Parce que, outre le fait que oui, j'avais un pied dans l'immobilier, maintenant je ne connaissais pas non plus le secteur, je le connais un peu mieux aujourd'hui, mais je ne m'y étais pas plus intéressée que ça, du moins la courte durée. Quand je dis le secteur, c'est la location courte durée. Donc j'y suis arrivée tout doucement en ayant cette réflexion de je vais créer un concept, j'aimerais bien faire ci, faire ça. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au métier de conciergerie. C'est génial. Mais en fait, je trouve que c'est encore plus magique que de connaître ce métier et se dire tiens, je vais le faire. C'est-à-dire que tu as tout façonné dans ta tête et en fait, ça correspondait à quelque chose qui existe. C'est une chouette histoire, moi, je trouve. Peut-être, ouais. Et c'est surtout que. Et après, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des acteurs sur le marché bien en place et qui faisaient des choses plutôt sympas aussi, je me suis dit, faut pas que je regarde. Et j'ai continué ma réflexion, j'ai posé mes idées et pour pas être influencée, parce que malgré tout on l'est forcément, en me disant il faut pas que je perde des idées que j'ai et puis après on s'adapte au marché et puis on se rend compte que ce qu'on avait décidé avant c'est peut-être pas forcément ce qui va se passer quoi. Oui. Alors ce qui est super fort aussi dans ce que tu racontes, c'est que tu t'es pas laissé aussi démotiver par le fait qu'il y ait d'autres qui fassent déjà ça, tu vois, parce que certains pourraient se dire j'ai l'impression d'avoir une idée unique. Et tu vois, voir que ça existe déjà et se dire non, je le fais pas. Et tu vois, toi, tu as eu le truc de dire en fait, je m'arrête pas là, tu vois, parce qu'évidemment, il n'y a aucune raison de s'arrêter là, mais beaucoup de gens peuvent s'arrêter là, tu vois. C'est sûr. Il y a une forme de déception en fait quand on se rend compte que. Quand on se rend compte qu'on n'a pas eu une idée exceptionnelle et que oui, ça existe déjà et que. Donc on se dit zut, je pensais que je tenais un truc fort. et après tu as le deuxième effet où tu réfléchis, tu dis non mais ok, je serai pas la seule, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que ça peut être un partage de bonnes pratiques, parce que forcément je vais faire des erreurs, mais si j'ai des confrères, ça peut être formateur. Et puis on ne fait pas tous la même chose, ça peut être... je me rends compte aussi qu'au niveau des conciergeries qui existent aujourd'hui, on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas la même identité, il y a plein de choses qui peuvent différencier, puis au contraire, c'est important de se diversifier, et puis ça nous pousse, je trouve... aussi à se surpasser pour la concurrence, c'est sain aussi, c'est nécessaire. C'est vrai que c'est motivant. Et puis ta personnalité de chef d'entreprise transparaît dans ton entreprise et ça en fait de toute façon une identité propre. C'est ça sûr. Et alors, à ce moment-là, de réfléchir justement à ce projet que tu façonnais, etc., est-ce que tu t'es posé des questions du fait d'être maman ? Tu vas devenir entrepreneur quand on est maman. Est-ce que tu as eu des doutes par rapport à ça ? Alors, sur le coup, j'en ai pas eu trop. J'ai pas eu trop de doutes. On m'en a mis un peu dans la tête quand même. Parce que je me souviens d'un échange que j'ai eu justement avec le créateur de la société événementielle pour laquelle j'ai travaillé, avec qui je suis toujours en contact. Et voilà. Et j'avais envie d'un peu d'avoir son ressenti quand j'étais dans ces réflexions d'entrepreneuriat et il m'avait dit forcément je mettais en avant tous les avantages. Je me suis dit je pense que je vais sauter le plat, je me sens prête, puis je vais être plus libre et tout parce qu'on a quand même ces idées là. On se dit on va rechercher ça aussi. Il m'a dit oui, mais attention, entreprendre c'est pas que la liberté, t'as une forme de liberté dans les décisions que tu vas prendre, etc. Mais tu es quand même bien enchaîné à ton travail et puis les décisions que tu prends, c'est toi qui les prends seul. Voilà,
il y a une forme de responsabilité quand même assez forte. Et puis ça, forcément, ça transpire sur ta vie privée. Et il m'a dit, tu as des enfants et tout, donc prends conscience quand même que ça va pas non plus être que tout rose, quoi. Et que c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Ouais. Et je me suis dit, il m'embête avec ces remarques. Ah bah, je vois. Mais bon, je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et oui, il a raison, c'est sûr. Maintenant, j'avais quand même... et puis, moi, ma réponse à son argument, c'était... oui, d'accord, mais non. Mais moi, ce que je veux, c'est y aller tranquille, en fait. Oui. J'ai pas besoin, je veux pas créer quelque chose de gros, d'important. C'est pas mon objectif. J'ai juste besoin d'un minimum, m'éclater dans ce que je vais faire, un petit business, et puis à côté, avoir du temps pour mes enfants, ma famille. Il m'a dit, oui, mais c'est pas comme ça que ça risque de se passer. Je dis, bah si, c'est comme ça que ça va se passer. Je sais pas s'il a raison ou tort, hein. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais il me dit, je sais comment tu fonctionnes quand même, et puis tu verras que quand ça fonctionne, bah, c'est difficile de dire non. Ouais, ça c'est vrai. De dire non au business, et voilà. Après, je trouve que c'est très fort les personnes qui arrivent à le faire, et puis c'est un positionnement aussi. Et c'est important de savoir ce qu'on veut et d'arriver à garder ces limites-là. Je ne sais pas si je vais y arriver ou ça va me mener, mais en tous les cas, il faut garder son cap, je pense, et son objectif de vie aussi. En tête, ouais. C'est important. Et je ne sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, oui. Forcément, tu te poses la question, c'est ça ta question. Ouais. Après, j'avais quand même un rythme à la base de travail. J'ai jamais été... en mode 30-35 heures par semaine, tranquille. Donc forcément, j'ai toujours été habituée à travailler quand même beaucoup et avoir un certain rythme. Donc quand j'ai eu mes enfants, bah, j'ai aussi adapté ma vie en fonction. Et c'est vraiment une question d'organisation. Donc passer de positionnement de salarié ensuite à une position d'entrepreneur, créateur d'entreprise... je pense que c'est un peu moins compliqué que quand tu es vraiment sur un rythme très tranquille et que tu te retrouves un peu chamboulé, et puis il faut quand même travailler au début, c'est pas... Ouais. Donc pour l'instant ça va. C'est ce que j'allais te demander. Et alors aujourd'hui, est-ce que ça va? Oui, ça va. L'avantage, c'est que on peut adapter son temps, son emploi du temps. Donc il y a les contraintes du métier. Et puis, on est quand même plus souple au niveau de notre organisation. On peut décider, on n'a pas forcément de compte à rendre au niveau des horaires, etc. ou du travail qui nous est demandé d'être fait. Donc voilà, on ne va pas avoir un rythme. Moi, du moins, je n'ai pas forcément un rythme très régulier, mais je peux, en fonction de ce que je vais avoir à faire, me dire, bon, là, je prends un peu de temps. C'est une question d'organisation. Ouais. Mais ça arrive que le soir, oui, après, une fois qu'ils sont couchés, je me remets un petit peu au boulot, et puis voilà, mais ça se passe plutôt bien. Après, je pense que l'important, en fait, c'est de se sentir bien dans ses baskets et d'être en phase avec les décisions qu'on a prises, et si on se sent bien quand même, si on est en phase, avec ce qu'on fait au quotidien, les enfants ils le ressentent, et ils se sentent aussi en fonction de ce que nous on ressent, hein. Donc c'est plutôt ça l'important finalement, c'est d'être... après c'est juste une question d'organisation. Top. Super intéressant. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui. C'est vrai que le fait, quand on est entrepreneur, je pense qu'on a beaucoup ce truc de se dire, je vais avoir la gestion de mon temps, etc. Mais parfois, et c'est un peu ce que tu dis entre les lignes, il y a un truc un peu, oui, on peut organiser comme on veut, parfois une journée, une demi-journée, etc. Bon, au final, il faut quand même délivrer, et on le fait plus tard ou tard le soir, etc. Mais... oui, c'est vrai qu'il y a cette flexibilité-là quand on est entrepreneur et quand j'ai aussi des enfants. Mais tu vois, la remarque que je me fais, c'est que tu vois, je te pose la question et je pose jamais la question aux hommes que j'interviewe. Et je suis en train de me dire que c'est une grave erreur. Oui.
que c'est une très très grave erreur et que dès le prochain interview d'Ariane que je vais faire, je vais lui poser la question aussi. C'est vrai. Ouais, et Mais parce c'est vraiment qu'aujourd'hui, on a les pas mêmes bien. problématiques. Enfin, moi, je suis pas toute seule à élever mes enfants et j'ai la chance, ils ont un papa aussi très impliqué, donc on est vraiment deux. Ouais. Et je pense que maintenant, c'est quand même... enfin, si on doit parler de génération, aujourd'hui, les hommes et les femmes... Gèrent autant les deux. Ouais, je pense. Alors, ça dépend hein, des personnes, mais on tend quand même vers un équilibre. Ah oui. Ouais. Donc je oui, suis d'accord n'hésite avec pas ça. à poser la question aux hommes aussi. Je vais me corriger dès le prochain interview, je vais corriger ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler des maisons de Madeleine? Est-ce que tu peux nous raconter les spécificités de ta société? Alors, les maisons de Madeleine, c'est donc une conciergerie qui accompagne les propriétaires dans la gestion de leur logement, destinée uniquement à la location courte durée. Les spécificités, alors, quand j'ai pensé ce concept-là, mon souhait c'était de créer une... en fait, mon objectif premier, c'est quand les voyageurs rentraient dans un logement Maison de Madeleine, ils se sentent tout de suite rapidement bien. Comme s'ils rentraient chez eux ou une petite attention à leur arrivée. Ils vont retrouver... ils vont avoir une certaine sécurité en louant ce type de logement. Ils vont se dire, bon, bah, je sais que le ménage il est bien fait, j'aurai le linge comme d'habitude, j'aurai du café à disposition, enfin voilà. Donc mon souhait premier, c'était qu'ils arrivent et qu'ils se sentent tout de suite bien dans le logement qu'ils vont occuper pendant quelques jours. Et c'est ce qui aussi a inspiré le nom de la conciergerie, puisque je cherchais vraiment quelque chose où on va retrouver l'authenticité, les valeurs, l'accueil chaleureux, un peu familial. Madeleine, c'est le prénom de ma grand-mère, et qui représente toutes ces valeurs-là à mes yeux. Ouais. Et puis la Madeleine de Proust, la Madeleine, le petit gâteau traditionnel qu'on aime tous, qu'on soit petit ou grand. Donc voilà, c'était ça vraiment le souhait premier. Et puis, une fois que les voyageurs sont contents et qu'ils se sentent bien dans le logement, évidemment, ils ont envie d'y revenir, c'est l'idée, hein. C'est qu'ils reviennent dans les maisons. Et puis bien sûr, en parallèle de ça, sans appartement, sans maison, on n'est rien. Hein. Donc nos propriétaires sont aussi des personnes clés qu'il faut chouchouter et puis surtout écouter pour pouvoir les satisfaire. Donc on est vraiment un intermédiaire. Et donc pour reprendre ta question des clés, je m'éparpille. Je dirais que c'est ça le côté, on va essayer d'aller chercher de la qualité, de la sécurité pour les voyageurs, du respect du logement aussi, c'est important, qu'il soit bien entretenu, c'est des petites réparations régulières, faire le tour, je fais énormément de contrôle qualité sur les logements de façon hebdomadaire pour s'assurer que tout est en place, que tout va bien, que le ménage soit bien fait. Voilà, c'est autant respecter les voyageurs que les propriétaires qui nous font confiance et qui nous mettent à disposition leur logement. C'est vrai que moi, ce que je vois aussi comme point très fort pour ta société, vu de ma fenêtre, c'est que je trouve que tu as, en tant que chef d'entreprise aussi, une gestion vraiment très pointue de l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur. Tu vois, par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé quand on a commencé à travailler ensemble, c'est que même si tu as une équipe, notamment sur le ménage pour t'épauler, etc., tu es toujours très affûté sur la façon dont les choses sont exécutées. Tu vois, tu n'hésites pas à aller vérifier. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font, mais tu as vraiment un soin important à apporter à ça. Et je remarque aussi un soin important à apporter aux demandes des propriétaires, tu vois. Même dans la gestion des appartements, dans nos échanges qu'on fait ensemble, etc., tu nous transmets beaucoup des attentes des propriétaires pour qu'on puisse être le plus affûté possible sur ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, dans les points forts de ta gestion en tant que chef d'entreprise. Oui, très certainement si tu le dis. Je pense que oui, un des points clés, c'est ce qu'attendent les propriétaires.
Quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent de nos services, qu'est-ce qu'ils veulent au bout du bout. Parce que c'est bien joli de lancer la commercialisation, de se mettre en place, mais si au bout de 3, 4, 6 mois, on se rend compte que en fait, pas du tout, c'est pas ce qu'ils voulaient, ils ne se sentent pas finalement bien dans cette relation. Donc l'important, c'est de vraiment bien comprendre ce qu'attend le propriétaire, de voir si on peut y répondre, si on a des solutions qui correspondent à son besoin, et auquel cas parfait, et on en parle et on pose bien les bases. Voilà comment on fonctionne, est-ce que ça vous convient? Enfin, on essaye vraiment de se projeter ensemble. Et donc le respect évidemment du cahier des charges de base est indispensable pour que ça puisse fonctionner dans le temps. Et ça passe, comme tu le dis, par, je pense à mon sens, hein, du moins c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est aussi le côté du mal à lâcher prise, mais de s'assurer que, surtout au démarrage, que tout soit bien rodé. Donc oui, beaucoup de process, mais ça fait aussi partie de ma formation précédente, c'est que tout était très processé et je me suis toujours dit que pour que les choses fonctionnent dans le temps et pour arriver à construire un peu plus loin encore, il faut avoir un bon socle en fait. Et si on arrive à bien solidifier ce socle et cette base, il n'y a pas de raison ensuite qu'on se retrouve, il y a toujours des freins et tout ça, mais déjà on est un peu plus stable, quoi. On est un peu plus solide. Donc pour moi ça passe par du contrôle, des process, affiner des petits détails, ne pas perdre le contrôle, quoi. Ne pas perdre le contrôle, la qualité en fait, c'est ça qui va faire qu'on va réussir, je pense, à construire quelque chose de pérenne dans le temps, quoi. Tu le dis de façon... tout à l'heure, tu disais, oui, peur de perdre le contrôle, mais c'est bien. Hein. Moi, en tant que propriétaire, je voudrais bien un dirigeant de conciergerie qui n'a pas envie de perdre le contrôle. C'est plutôt très rassurant, moi. C'est plutôt très positif, même. C'est génial. Et tu vois, d'ailleurs, ta société, elle s'est développée très vite. À partir du moment où tu t'es lancée, après, rapidement, même au début, quand on échangeait ensemble, tu me disais, alors là, j'ai plein d'apparts qui attendent et tout ça. Est-ce que tu vois d'autres facteurs clés de ton succès par rapport à ça? On parlait de ta façon de gérer la relation commerciale tout à l'heure, que je trouve aussi super intéressante, avec beaucoup d'authenticité. Tu m'as dit, j'hésite pas à dire aux gens que en fait, je suis peut-être pas la bonne personne sur certains projets, certains appartements, ou peut-être certains propriétaires. Ça, je pense que ça fait probablement aussi partie des facteurs clés de ton succès. La transparence, c'est la base de tout. En fait, ça sert à rien de cacher des choses ou de pas être transparent sur ce qu'on peut donner aux gens, parce que sinon ça fonctionnera pas. Dans le temps, à un moment donné, on va se prendre les pieds dans le tapis et puis c'est pas intéressant de travailler comme ça, je trouve. Enfin, c'est quand même beaucoup plus confortable pour tout le monde de se dire les choses, d'être honnête, et ça c'est dès le démarrage. Donc oui, ça m'arrive parce qu'à partir du moment où le propriétaire prend contact avec nous, il y a deux phases. La première, c'est qu'on va échanger par téléphone pour comprendre ses attentes, son besoin et voir si effectivement la courte durée, c'est une solution qui lui convient. Et puis on vérifie des petites choses plus administratives en amont pour être sûr qu'il ne fasse pas fausse route, qu'il ne perde pas de temps. Et puis après, il y a la rencontre, la visite de l'appartement et la rencontre. Et parfois, les personnes peuvent se faire une idée particulière de la courte durée. Donc notre métier, c'est aussi de les conseiller, de leur dire oui, effectivement, la courte durée, ça va être la bonne solution pour votre appartement parce que il est comme ci, comme ça, il répond au code, etc. Ou bien alors, j'entends à travers votre discours que vous avez besoin, je dis n'importe quoi, de sécurité ou vous avez peur que votre logement soit dégradé. Enfin, il peut y avoir plein de freins, en fait, plein d'idées préconçues que les gens ont, qui parfois peuvent être vraies, mais tout dépend de comment on travaille ensuite le logement et la location saisonnière. Mais l'important, c'est de dire oui, c'est la bonne solution, la courte durée, la conciergerie peut-être ou pas. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est que si on avance ensemble, c'est qu'on ait posé toutes les choses à plat, qu'on s'est dit les choses, et puis après, de toute façon, ce sera pour que ça fonctionne, c'est un partenariat. Donc, et c'est une relation de confiance qu'il faut instaurer.
Ouais. C'est tout. Hein. Si on a confiance mutuellement. Comment tu l'installes cette relation de confiance? C'est pas forcément facile. C'est très instinctif peut-être aussi. Je sais pas. Alors moi j'ai beaucoup. Je pense que c'est peut-être mon expérience professionnelle qui fait que j'étais. Pour moi la base c'est d'écouter déjà. C'est d'écouter la personne qu'on a en face de soi. Elle nous sollicite. Donc elle a un besoin. Donc il faut d'abord écouter. Mais si on écoute correctement et que après la réponse elle est assez, je dirais pas facile parce que c'est pas vrai, mais en tous les cas la relation est plus facile quand on écoute avant. Enfin, je pense que il faut pas arriver en se disant voilà, donc nous on fait ça, notre solution c'est ça, ça va être sympa, etc. Non, déjà, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Ouais. Et puis, quelles sont vos attentes? Et à partir de là, on va dire, oui, ça va, on a des choses à faire ensemble, ou bien alors, j'aurais tendance à vous conseiller, mais c'est notre rôle, en fait. À partir du moment où on est expert dans le domaine, c'est ce que les gens attendent de nous. Ouais. Et si on arrive à leur donner au début, logiquement, on arrivera à le donner dans le temps. Il vaut mieux parfois dire non ou dire c'est pas possible tout de suite, expliquer pourquoi c'est pas possible, parce que c'est dans un intérêt commun en fait. Ouais, et ce qui te place aussi tout de suite en posture d'expert, parce que tu donnes du conseil, et donc en apportant ce conseil, mécaniquement, les gens jugent sur pièce ton expertise, parce que tu les aides dès le début, quoi. Mais c'est ce qu'ils attendent de nous. Ouais. Et j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, il y a 15 jours, où je suis arrivée dans un appartement où les propriétaires présentent l'appartement et me disent bon, est-ce que ça vous intéresse Et effectivement, ils ont un appartement qui a plein de charme, etc. Mais pour la location courte durée, il y avait des choses à ajuster, des petits travaux à faire, une mise en place voilà, des choses à faire pour que ça fonctionne. Et donc, il faut leur expliquer ça. Et donc, je pourrais le prendre en l'état. Je pourrais avancer avec eux comme ça leur ferait plaisir de se dire j'ai rien à faire, c'est bon, location courte durée, ça va marcher, on va commencer. Sauf qu'à un moment donné, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Ouais. Parce que le logement, il n'est pas suffisamment préparé aux attentes des voyageurs. Il faut qu'il soit en place, quoi. Il faut qu'il a besoin d'être des équipements nécessaires. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes. Et pour que ça dure dans le temps et que ça tienne la route, c'est important de poser ces bases-là, encore une fois. Et donc, quand je leur ai dit, il y a quelque chose peut-être à faire, mais par contre, il y a ça, ça ou ça à mettre en place avant. Et quand on dit ça, forcément, ça fait pas plaisir, parce que c'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est pas ce que le propriétaire attendait à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure de l'échange, quand on explique pourquoi, c'est comme ça qu'on conseille de le faire, parce que y aura tel retour, il y aura forcément un petit peu d'insatisfaction si voilà, c'est pas ce qu'attendent les gens, etc. Ils comprennent rapidement que c'est pas qu'on a envie de les embêter, mais et oui, je leur ai dit à ce moment-là, peut-être que la location courte durée n'est pas la meilleure option pour vous, mais tout dépend de ce que vous attendez. Ouais. La longue durée peut être une meilleure option. Ça dépend si c'est une question de rentabilité, si c'est une question de tout dépend de l'aventure qu'on veut mener en fait. Donc top. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ta façon d'exercer le métier, c'est que ton expérience en événementiel transparaît dans tout ça. Et alors, tu mets sur ton site, je vais le lire pour pas l'écorcher, tu dis « Créer l'événement dans votre logement ». Comment est-ce que ça vit au quotidien Alors, c'est dans un premier temps ce que je disais tout à l'heure, l'accueil. Tu vois, le fait que quand le voyageur rentre, il se sente bien tout de suite, créer une ambiance, une atmosphère. Et puis à côté de ça, il y a tout le conseil qu'on va donner autour de ça. Donc aujourd'hui, on a une clientèle aussi professionnelle.
Et parfois des personnes où il y a une récurrence, donc qui vont revenir. Là où je trouve que c'est chouette et ça rejoint un peu le côté événement, c'est de pouvoir conseiller le voyageur qui va nous recontacter en disant j'étais dans votre appartement il y a 15 jours, je dois revenir sur Nantes, j'ai besoin d'un nouveau logement, par contre cette fois-ci je ne serai pas localisée au même endroit. On va écouter son besoin et puis on va lui proposer l'appartement qui sera le plus adapté à ce qu'il souhaite. Donc pour moi ça fait partie aussi un peu du côté événement, le fait de personnaliser au maximum la solution qu'on va lui apporter. Et puis après on est disponible aussi pour toute la partie conseil touristique, pardon, conseil touristique, le restaurant du coin qui ira bien pour le samedi soir. Voilà, et puis avec des projets aussi de développer des choses un petit peu plus poussées autour de ça dans le temps. Voilà. Génial. Avec les entreprises peut-être aussi. Oui, exactement. Ok. Super. Tu dis aussi responsabilité écologique dans ton site. Ouais. Comment ça vit ça ? Alors, comment ça vit ? Ça vit à travers déjà le ménage. Les produits qui sont utilisés, ça va être des produits bio. On va faire en sorte d'utiliser déjà, dans la mesure du possible, le moins de produits possible. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi faire du ménage à partir du moment où on a des bons outils, on n'a pas besoin de mettre une quantité de produits incroyable, c'est des méthodes. Donc minimiser vraiment les produits et puis les produits qu'on va utiliser, tendre vers des produits plutôt éco-responsables. Ouais. Les petits produits d'accueil qu'on propose, donc pareillement ça va être gel douche, shampoing, mais des choses bio. Les madeleines, on a des petites madeleines, c'est les madeleines du coin. Ouais. On met toujours à disposition une éponge aussi, c'est une éponge lavable. Enfin voilà, on est dans cette démarche-là. Et puis pareillement, des projets aussi pour développer des choses, vraiment se focus sur le local. L'agence est vraiment localisée à Nantes, donc l'idée c'est de développer, d'en faire un atout, en fait, le fait d'être sur place et d'aller chercher peut-être des partenariats avec des acteurs proches des appartements, enfin voilà. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire autour de ça. Soutenir le tissu économique local. Exactement, les circuits courts, etc. Ouais, top, super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait pour toi le revenu management, donc la partie tarification, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit ou on l'a dit entre les lignes, mais on travaille ensemble au quotidien, donc J'affiche complet a rejoint ton équipe sur la partie des prix. Comment ça se passait pour toi le revenu management avant ? Alors, rapidement, j'ai su que le revenu management était très important dans ce métier parce que, encore une fois, c'est mon expérience passée qui a fait que je proposais des hôtels notamment à des clients et donc et c'était évident pour moi que d'une période à une autre, les prix allaient être différents, que les hôtels avaient cette réflexion-là. Et je l'expliquais aux gens quand on me disait « Non, mais je ne comprends pas, les tarifs que vous me proposez, ils sont beaucoup plus importants, par exemple, ou complètement en dessous de ce que j'ai eu il y a 1 an et demi pour mon précédent séminaire. » Oui, sauf qu'ils n'étaient pas du tout sur la même période, ils n'avaient pas le même contenu. Donc tout ça, pour moi, c'était évident, c'était facile du moins à comprendre, le revenu management. Après, en pratique, c'est autre chose. et je me suis sentie à un moment donné, donc quand on a 3-4 logements, ça va, on se débrouille. Je faisais à mon petit niveau, avec mes petites compétences, les choses. Et puis, mais je me suis rendu compte à un moment donné que j'allais pas au bout et que c'était un vrai métier. Et que j'avais envie de proposer à mes propriétaires un vrai service par rapport à ça, parce que le revenu management aujourd'hui c'est indispensable pour moi au bon fonctionnement de la location courte durée. Il y a des choses qui sont très importantes, outre la question logistique en conciergerie qui est très présente, la partie ménage, la partie terrain est forte, il ne faut pas se louper là-dessus. Mais le revenu management, ça reste aussi un gros morceau et c'est important de le maîtriser. Et
je ne pouvais pas me dire que j'allais bidouiller, c'est pas l'expression, mais avec plus d'appartements. Et puis c'est aussi du temps passé. Enfin, si on veut bien le faire, c'est quand même beaucoup de temps. Et donc j'avais envie de monter en compétence par rapport à ça. Et à un moment donné, il faut être réaliste, on ne peut pas tout maîtriser, ou sinon on fait qu'à moitié les choses. Et ce n'était pas mon souhait, donc je préférais confier cette partie-là à des experts. Et puis moi, ça me permet aussi d'apprendre à vos côtés. J'avais besoin de ça, de comprendre, d'aller plus loin et de proposer quelque chose de beaucoup plus abouti et avoir des certitudes, en fait, c'est ça. Parce que quand on fait les choses soi-même, on se dit bon, on va chercher des réponses, un peu de factuel pour essayer de se dire oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais on n'est pas sûr à 100% quand on n'est pas expert, quand on pratique plus en amateur. Donc finalement, on tourne en rond et puis on n'est pas très serein. Et donc c'est ce que j'ai été chercher avec J'affiche complet, c'était ce côté justement solide, quoi. Et puis moi, je suis à l'aise quand je vais voir mes propriétaires et je leur dis on fait ça, 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 et puis surtout là-dessus, on est bon. Et donc je suis vraiment à l'aise et je me dis c'est une vraie valeur ajoutée, en fait. J'apporte de la valeur grâce à tes services. Donc voilà, et c'est un confort, évidemment. C'est du temps de gagner pour moi aussi, à partir du moment où je confie. Alors, c'est pas toujours facile au début. Oui, mais je veux voir quand même un peu. Et puis, c'est normal. C'est normal. Et du coup, comment ça se passe alors, ce qu'on fait pour toi au quotidien? Tu dirais que c'est quoi le plus important sur ce qu'on fait ensemble? Alors, le plus important, en tout cas, ce qui est chouette et ce que j'ai aussi été chercher, parce que quand on se pose la question de la délégation du revenu management, il y a différents acteurs, différentes solutions. Et j'avais besoin d'avoir des personnes en face de moi et qu'on puisse parler, échanger, et j'avais besoin de comprendre pourquoi on mettait ces chiffres-là. Et donc c'est ça que j'ai été chercher aussi en travaillant avec toi et ton équipe, c'est le côté humain. La relation d'équipe, construire ensemble, se poser les questions ensemble. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis après, concrètement, quand on se met en place, vous imprégnez, en fait des appartements, vous faites le point, il y a une grosse phase d'analyse, d'audit qui est importante. Donc c'est rassurant aussi de se dire bon, ils sont pas juste là en train de dire alors lui c'est telle taille d'appartement, on va le mettre là, et puis lui ça va être ça. Donc on sent qu'il y a vraiment une analyse qui est poussée en amont pour arriver à maîtriser le marché, l'environnement, les appartements, donc ça rassure. Et puis après vous êtes quand même relativement autonome sur tout ça, avec des points hebdomadaires en place et qui sont appréciés parce que encore une fois, ça permet de garder le fil, le suivi. C'est important. Et c'est par ces points hebdomadaires, j'imagine que tu te dis que tu apprends des choses, en fait. Oui, complètement. À la lecture. Oui, ok. Complètement. Et puis via toutes les questions qu'on s'est posées, alors surtout au début, forcément, besoin de comprendre, envie d'en savoir plus, pourquoi on agit comme ça à tel moment. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas, il y a plein de choses qui sont importantes. Et puis la disponibilité, ta disponibilité, celle de l'équipe, elle est quand même des fois j'ai l'impression qu'il n'y a que moi, quoi. Je me dis mais comment ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est chouette. Et il y a une vraie réactivité, donc ça c'est vraiment appréciable. De se dire qu'on est qu'on est soutenu, que quand j'envoie un message, quand on échange, dans la journée j'ai une réponse, des fois dans la demi-heure qui suit, ça c'est bien, c'est un vrai confort. Ça me fait hyper plaisir ce que tu as dit, des fois j'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Alors là tu as fait ma journée, Élodie, franchement je suis hyper contente. Non mais c'est ça, ça me fait plaisir. Top. Et alors si aujourd'hui
tu devais imaginer ta vie de chef d'entreprise sans ce service-là, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai pas envie de l'imaginer pour l'instant. D'accord. Non, parce que vraiment, moi, ça me permet de me concentrer. J'ai plein d'autres choses. J'ai des projets, et puis il faut vraiment que je me concentre sur cette partie logistique qui est importante pour bien bien mettre en place. Il y a toujours des petites choses il y a des petits cailloux parfois comme ça, il faut réajuster les choses et tout ça. Et donc, j'ai besoin de me concentrer vraiment sur cette partie terrain. Ouais. M'entourer des bonnes personnes aussi, consolider l'équipe en place. Enfin voilà, tout ça, c'est important et ça demande du temps et puis un peu de recul aussi parfois. Alors, si en plus on a la tête dans les chiffres en permanence, le taux de remplissage, c'est pas forcément évident de switcher. Et puis encore une fois, non, je pense que c'est un vrai métier et pour moi, c'est assez évident qu'il faille le déléguer, du moins le sous-traiter à des personnes qui le font mieux que nous, quoi. Ouais. Bah, merci pour ton retour. Alors, si on veut te retrouver, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va comment on peut te retrouver ou t'écrire directement? Alors, il y a le site Les Maisons de Madeleine, donc www.lesmaisonsdemadeleine.com. Je mettrai le lien. Fonctionne. Top. Je mettrai le lien en commentaire. Donc, il y a les coordonnées sur le site, bien sûr. Soit nous envoyer, il y a un formulaire qu'on peut remplir ou même une demande de rendez-vous. Ouais. En nous indiquant bien l'objet de la demande pour qu'on puisse se prévoir le temps suffisant, etc. Ou bien nous contacter directement par téléphone. Et puis voilà. Et après on guide au mieux les propriétaires comme les voyageurs sur la suite. Génial. Et alors, si un propriétaire nous regarde et nous dit « Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec Élodie », est-ce qu'il y a des critères à respecter? Est-ce qu'il y a une zone géographique à respecter? Comment ça se passe? Alors, pour la zone géographique, donc Nantes jusqu'à 1 heure de Nantes. Okay. On va un petit peu plus loin, on sort de Nantes jusqu'à 1 heure. Aujourd'hui, on arrive à maîtriser. On ne va pas au-delà parce que c'est une autre logistique ensuite, c'est différent et puis c'est un peu plus compliqué. Du moins, ce n'est pas la même organisation. Ouais. Donc voilà, et puis après, non, des critères. Alors, outre les critères, les contraintes que la ville de Nantes impose quand on est sur un logement dans Nantes, mais ça, on s'en assure via le premier entretien téléphonique qu'on va avoir sur si le projet est viable ou pas. Non, il n'y a pas de critères. Il faut que le logement, par contre, soit meublé, évidemment. Alors, il peut ne pas l'être, ou du moins pas totalement, et on a cette option aussi d'accompagner sur la partie ameublement, décoration. C'est des choses qu'on a faites. Ah, top, génial. Et qui nous sont de plus en plus demandées. Donc, et puis ça nous permet d'avoir des logements qui soient vraiment conformes. Ouais. Et puis le propriétaire, il ne sait pas forcément toujours quoi mettre, ce qui fonctionne, etc. Donc on les accompagne aussi quand ils le souhaitent sur cette partie-là. Génial. Donc, mais oui, ça reste des logements meublés et puis idéalement entretenus, c'est sûr que c'est mieux. Mais sinon, on peut conseiller ou mettre en relation aussi s'il y a des travaux à faire en amont, ce genre de choses. Ok, tu ouvres ton carnet d'adresses en fait, de partenaires pour aider les gens. Oui. Hyper sympa. Top. Génial. Donc, si je suis propriétaire et que je veux te contacter, je vais sur le site, je remplis le formulaire et tu vas revenir vers moi. Exactement. Ok, génial, super. Merci beaucoup Élodie. Avec pour grand tout ce que tu as partagé. C'était hyper intéressant, hyper inspirant. Et je ne doute pas que ça pourra permettre à tous les gens qui nous regardent d'avoir une bonne idée aussi de ta façon de travailler et de mieux te connaître et pour pouvoir te contacter, quoi. Donc, top. Avec plaisir. Merci Elise. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.